C'était un matin à Paris, ça devait être en 2001, et l'un de mes très bons amis, qui s'appelait Lionel Poilane, qui était un boulanger assez connu, qui est mort hélas depuis, m'avait dit, tu sais, au WWF, toi tu aimes la nature, c'était un de mes amis de cross, je cours beaucoup, je suis marathonien, et donc j'aime la nature. Et il m'a dit, il faudrait que toi qui maintenant pars en retraite, tu devrais venir aider le WWF à grandir. Il y a un type formidable qui s'appelle Cédric Dumonceau, tu devrais le rencontrer. Voilà, c'était un petit déjeuner un matin à Paris. C'est là que nous nous sommes vus pour la première fois. Eh bien, on s'est rencontrés la première fois en 1982 à Washington, au Fonds monétaire international. Moi, j'y travaillais. Et Cédric, il venait faire un stage en fait dans le bureau belge où je travaillais. Et c'est là qu'on s'est connus pour la première fois. Beaucoup de souvenirs, par exemple le combat qu'on a mené auprès de... Pas le combat, enfin le combat qu'on a engagé, c'est vrai, et le succès que l'on a remporté pour obtenir que la ville de Paris, qui d'abord était très intéressée par ce que nous lui proposions, concède au WWF ce très beau domaine de Longchamp sur lequel le VVF en France a pu s'installer, par exemple. Voilà, c'est un très bon souvenir. Quand Cédric était mon assistant à Washington, mon assistant d'été, je m'étais dit que j'allais faire une sorte d'innovation et d'économie pour les autorités belges qui viennent, c'est-à-dire les ministres des Finances, le gouverneur de la Banque nationale, enfin toutes les autorités des différents pays que je représentais et qui m'avaient donc élu au conseil d'administration du Fonds monétaire de la Banque mondiale. Et alors je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on va abroger la Cadillac aux chauffeurs galonnés et je vais louer une voiture très simple mais confortable et je demanderai à mes assistants de se transformer en chauffeurs. Ça leur donnera l'occasion de parler au ministre, au gouverneur de la Banque nationale, au directeur général de la Trésorerie et peut-être aussi aux ministres étrangers que je devais piloter et chaperonner dans la ville. Cédric, évidemment, a acheté tout de suite une casquette de chauffeur. Il a joué le rôle parfaitement. Et alors, c'était très drôle, une des personnes qu'il a conduites, ce n'était ni le ministre ni le gouverneur, soyez tranquille, qu'il connaissait bien après quelques jours, mais une des personnes qu'il avait conduite m'a dit après, mais vous avez un chauffeur extraordinairement cultivé, c'est la première fois que je rencontre un chauffeur de ce genre-là. À Yale, lors de sa remise de diplôme, la graduation, comme on dit en anglais, sa mère était là aussi et que sa mère voulait lui donner des recommandations et que Cédric faisait quand même de son gré et n'écoutait pas ce que sa mère lui disait. Très fier, très fier. Mais qui ne le serait pas devant une décoration aussi importante, qu'il a bien mérité parce qu'il a beaucoup travaillé. Il a augmenté la conscience d'un pays, de la France dans ce cas-ci, concernant le wildlife. Et il a, je crois, augmenté l'organisation d'un facteur 5. C'est pas évident, par les temps qui courent. Son optimisme et son dynamisme en même temps, il voit les choses toujours de manière positive, essaye toujours de trouver des solutions dans un sens positif. C'est quelqu'un qui a vraiment une attitude extrêmement positive vis-à-vis de la vie. Chez Cédric, le fait qu'il a toutes sortes de qualités qui ne vont pas toujours ensemble chez la même personne. Il a un charme évident, il peut donc faire passer des idées difficiles avec aisance et avec élégance. En même temps, il a un esprit très précis. Il est très travailleur, sous un aspect qui ne permet pas de deviner, en quelque sorte, et qui donc fait qu'il n'est jamais ennuyeux. Il a donc fondamentalement une sorte d'optimisme, de créativité, de joie de vivre dans laquelle il entraîne les autres. C'est ça sa qualité dominante, et elle apparaît très bien dans sa manière de se présenter, de vivre, d'empoigner le travail. Cédric la mérite parce qu'il a travaillé dans un secteur nouveau, créatif, inhabituel, qui concerne aussi le progrès du monde et la survie du monde.
Donc je trouve qu'il la mérite très spécialement, il la méritait particulièrement. Oh, absolument. Il a fait déjà beaucoup d'efforts pour le World Wildlife Fund et donc je crois qu'après tout ce qu'il a fait les dernières années, je crois qu'il n'y a aucun doute qu'elle a bien mérité. Il la mérite parce que, si vous voulez, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un homme qui a le goût du futur, le sens du futur. C'est-à-dire il a un esprit prospectif très grand et en plus il a beaucoup de goût, il a beaucoup d'intérêt pour les autres. Ces deux choses, la générosité et l'anticipation, dont deux vertus essentielles pour moi, elles me paraissent à elles seules justifier largement cette décoration. Mais oui, évidemment qu'il le mérite. Quand il se met avec son enthousiasme et son intelligence à une cause, il mérite certainement une Légion d'honneur pour tout ce qu'il a développé. Cédric m'avait parlé de son collège, l'UWC, et moi ça m'avait beaucoup marqué parce que moi dans ma vie j'ai fait 14 écoles. J'étais un peu testeur d'école. En France, j'ai des écoles qui portent mon nom, je n'ose jamais le dire aux enfants, mais je détestais l'école. Et quand il m'a parlé de son école, j'ai dit mais quelle école géniale, c'est vraiment là où je voudrais aller. Et il se trouve qu'une de mes voisines a aussi été dans cette école en Italie. Et la fille de mes amis a été aussi dans cette école. Et toutes les deux m'ont dit cette école, elle est incroyablement forte, elle est fantastique. On ne connaît pas bien l'école en France. On va essayer d'en parler un peu plus. Tu as donc découvert ces écoles. Et je suis ravi d'être là ce soir, d'en avoir entendu parler. Tu as rejoint le WWF France en 1996, alors que tu avais fait une belle carrière de Golden Boy, on va dire de banquier. Tu as travaillé avec Jacques Attali, qui est un peu le futurologue de l'économie, qui a fait 3 livres par an. Et puis un jour, tu es touché par la grâce. D'abord, tu écoutes les économistes, tu dis je vais changer de métier. Puis surtout, tu écoutes le père Éric, qui a beaucoup confessé de banquier, qui te dit voilà, il faut absolument que tu fasses autre chose. Et donc, toi qui t'appelles le petit Belge, tu pars sur la route, à l'aventure, et tu entends parler du WWF qui était en crise. D'ailleurs, je te signale qu'il est encore en crise après que tu sois parti. Et tu essaies de devenir directeur général. Mais là, il y a un problème, c'est qu'il doit passer un entretien d'embauche. Et cet entretien d'embauche est dirigé par Victoria. Victoria, vous connaissez Victoria ou pas? Bon, vous connaissez Victoria, qui est sa femme. Et qui dit, celui-là, il va être bon pour le WWF, mais alors il est un peu prétentieux. Et là, il s'est dit, elle dit, il est bon pour le WWF, lui, il dit, Victoria, elle est bonne pour moi. Et toute sa vie au WWF, il va essayer de séduire Victoria. C'est pour ça qu'il va faire une carrière formidable au WWF. Tout d'abord, tu vas créer une petite mais professionnelle équipe, et vous allez faire monter en puissance cette organisation. Tu multiplies par 12 ses recettes, tu es un bon banquier. Et tu multiplies par je ne sais pas combien les adhérents qui sont en jeu de 200 000. Tout ça pour épater Victoria. Tu vas avec l'aide de nouveaux administrateurs que tu as su entraîner dans ton énergie, comme le préfet honoraire, mon ami François Lebris, ancien directeur de l'ENA, qui me fait plaisir d'être avec nous ce soir. Et tu élargis le champ d'action du WWF, tu décloisonnes le monde de l'environnement pour engager certaines de nos institutions françaises dans cette nouvelle donne qui s'impose à notre société. Tu fais vraiment le maximum pour te placer auprès de Victoria, qui ne fait pas assez attention à toi. Il a tout compris, il a tout compris. Tu lances l'idée qu'on ne peut pas parler de développement durable sans intégrer la notion de protection de l'environnement dans la Constitution française. Et tu vas écrire avec des experts une proposition de charte de l'environnement. Nous sommes au moment des élections de 2002 où s'affrontent Lionel Jospin et Jacques Chirac. Et ce dernier, selon ton conseil, dans un discours, va reprendre l'idée et suggérer dans son campagne qu'il faut adosser une charte de l'environnement à la Constitution.
Il s'en suivra après les élections plusieurs années de procédures et de consultations qui finiront par aboutir de justesse au Congrès de Versailles le 28 février 2005, qui adopta le principe de précaution dans la Constitution. Victoria était ravie. C'était bon pour le VVF. C'est probablement cette action qui te fut remarquée par la ministre de l'Environnement de l'époque, Nelly Olin, qui te proposait de recevoir les Légions d'honneur. Mais surtout Victoria, qui m'a donc regardé différemment. Le ministre ne savait pas que tu étais français, en effet tu l'avais caché, tu l'avais dit à personne, et ton nom Dumonceau ne trahissait pas tes origines belges. Mais pourtant, on a le parc Monceau à Paris, c'est bon. C'est alors que notre ami Raymond-François Lebré, administrateur aussi du VVF, eut la délicatesse de proposer que ce choix soit entériné par le ministre des Affaires étrangères. C'est ainsi qu'un petit Belge qu'on croyait français se retrouve avec une Légion d'honneur à l'étranger. Alors là, Victoria, super impressionnée. Mais c'était un peu une Légion d'honneur atypique. Mais ça va bien atypique, à contresens. En effet, j'ai appris que ce n'est pas la première fois qu'un Dumonceau reçoit de manière atypique les honneurs de la France. Ton aïeul, le général d'Empire, Jean-Baptiste Dumonceau, lui aussi, bien qu'il ait par 2 fois désobéi Napoléon, c'est pas sympa parce que c'est grâce à lui qu'il a la Légion d'honneur. Après bien de discussions, a eu son nom sous l'Arc de Triomphe avec d'autres généraux d'Empire. On m'a dit ça pour dire de faire plaisir, monsieur. Monsieur Dumonceau, ça lui fera plaisir, donc je l'ai dit. Donc, tu quittes le VVF avec cette médaille, mais surtout, tu emmènes Victoria sur ton scooter électrique. Voilà. Et tu as choisi ce soir, indirectement, de dédier cette Légion d'honneur au mouvement des collèges du monde uni, UWC, qui fut créé par Kurt Hahn, éducateur juif allemand dans la période nazie, et qui, avec Lord Mountbatten, vont s'atteler à créer des écoles pour fournir un lieu de rencontre multiculturel afin de créer les conditions de paix dans le monde. Good Planet, l'ONG que j'ai fondée, et qui en Belgique vient de fusionner avec Green, ça c'est la grande nouvelle de la journée, travaille aussi pour l'éducation à l'environnement, et nous sommes heureux de pouvoir être associés à cet événement, créant ainsi une passerelle entre un mouvement éducatif international pour la paix et un mouvement international pour l'environnement. Tout ça avec l'aide de notre ami Arnoux Lefébure. C'est par là, Arnoux ? Il est... Bon, voilà. Enfin, je ne peux pas terminer sans évoquer un dernier souvenir. Je t'ai personnellement rencontré dans un contexte bien particulier. Tu avais réussi avec audace, après avoir négocié avec la ville de Paris, de mettre la main sur l'extraordinaire domaine de Longchamp, plein milieu du bois de Boulogne, dans un parc de 3 hectares. Et notre amitié s'est scellée, car sans papier, juste sur une parole donnée, nous nous sommes engagés à devenir partenaires pour la réussite de ce projet. Moi, j'avais quitté le projet pendant quelques années. Je suis d'abord un humble locataire, parce que Cédric étant parti, les nouveaux de VVF ne m'ont pas apprécié de ma juste valeur. Et je suis heureux de pouvoir t'annoncer que Good Planet reprend le flambeau de la destinée de ce lieu. Donc je compte sur toi, je ne dis pas que nous sommes partenaires. J'ai le rendez-vous demain matin à 9h30 à la mairie de Paris. Passe le chapeau. Attends, j'ai un appel téléphonique, excusez-moi. Important. Allô, oui, attendez. Ah, c'est Brigitte. Brigitte Bardot. Ah, c'est vrai que tu m'as appelé. J'en parle. Alors, ce soir, j'ai eu un appel. Brigitte, je te rappelle. De notre amie Brigitte Bardot. Qui voudrait savoir où sont passés les 50 chiens de ta sœur Diana. Bon, on t'en parlera après. Et elle m'a dit que vraiment, tu méritais cette médaille. Surtout pour la bataille que tu as menée pour la cause de ta sœur et ses chiens. Et comme ton ancêtre, Jean-Baptiste Dumonceau, tu vas faire partie, et ça c'est sérieux, de cette légion d'hommes d'honneur dont la France est fière. Et je veux graver ton nom, non pas en haut de l'Arc de Triomphe, mais en haut du château de Longchamp. Et enfin, Victoria,
sera définitivement conquise pour la vie. Vous avez été nommé par un décret du président de la République du 23 avril 2007, chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Cédric Dumonceau de Bergenval, nous vous conférons les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Ne pique pas trop fort. D'abord, cette reconnaissance, je la dois à beaucoup plus que moi-même, à plein de personnes, et donc je vais parler de bien des mondes. À une petite équipe qui a su prendre un défi qui est le plus grand défi de cette planète, qui est la survie de la planète. Et le WWF m'a enthousiasmé, et parce que, ayant fait une carrière, je me disais, il y a une finitude qui manque. Il y a quelque chose de plus à aller chercher ailleurs. Et j'entends bien tout ce qui a été dit par nos trois brillants orateurs, dont l'un fut mon professeur. Mais à l'époque où j'étais formé à McKinsey, je me suis dit, je vais essayer d'apporter cette expertise au WWF. Que nenni, que nenni. In fine, la seule valeur qui compte, c'est celle qu'Éric a mentionnée, et Bruno, c'est l'humanisme. C'est savoir enthousiasmer des gens pour les amener dans une aventure. Rien ne fonctionne dans une ONG comme dans une entreprise. Je ne peux pas parler de stratégie, les systèmes ne fonctionnaient pas, mais il y avait des valeurs partagées qui faisaient qu'une petite équipe, comme vous l'avez cité avec Mead, peut transformer, et donc nous avons fait notre petit chemin et en effet réussi dans ce sens-là. Mais dans la société, il doit y avoir ce que Éric a mentionné entre, d'une part, l'extrême du communisme, avec la rigidité de la planification, et d'autre part, vous l'avez mentionné, la volatilité, la fugacité des marchés qui conspirent, comme disait Jacques Attali dans une conférence à Louvain-la-Neuve, contre l'entreprise, puisqu'in fine, l'optimisation fait qu'à un moment, on va trop loin. Et là, moi, ça me parle beaucoup, parce que dans mon analyse personnelle, je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors pour moi, il y a trois hypothèses, là, je sors de mon discours pour tout de même être interloqué, trois hypothèses sur lesquelles notre économie repose, qui ne fonctionnent pas et qui fonctionnent contre l'homme. L'homme, si on croit la pyramide de Maslow, évolue à partir des besoins primaires tendre vers une sorte de transcendance qui lui fait chercher un développement personnel vers l'être. Or, l'économie est basée sur trois hypothèses qui sont la théorie de la spécialisation, le taylorisme au niveau des entreprises et le taylorisme et au niveau macroéconomique, évidemment, ça conspire contre l'homme puisque quelque part, l'homme cherche la diversité, la rencontre de la généralité plutôt que la spécialisation en tant que telle. Et je pense que là, il y a une recherche à faire pour arriver à trouver des solutions. C'est donc un changement, un choc culturel et d'éducation qu'il nous faut. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. Quelque part, je voulais que cette médaille puisse servir aussi une autre cause qui est celle de l'éducation. Et comme Albert Jacquard le disait dans un forum que j'ai organisé à Ottignies-Louvain-la-Neuve, il faut qu'on passe d'un monde d'éducation à la compétition vers un monde d'éducation à l'émulation. Car on ne survivra pas en compétition à 9 milliards sur une petite planète qui est si fragile. Alors quand on reçoit une telle grande distinction, on sait qu'on la doit à bien plus qu'à soi. En particulier, je souhaite remercier Raymond-François Lebris, ici présent avec son épouse Jacqueline, qui fut un socle sur lequel j'ai pu asseoir bien des combats et qui, toujours avec enthousiasme et détermination, a mis son immense connaissance du fonctionnement de la France en tant que préfet et ancien directeur de l'ENA au service du WWF. Raymond François, soyez-en chaleureusement remercié. Je ne peux pas aussi oublier 4 camarades, entre guillemets, administrateurs, qui malheureusement nous ont disparu trop tôt. Je pense à Dominique Dupart, Gilbert Simon, Franck Bonacier et récemment Claude Dumont.
Vous ne les connaissez pas, mais je souhaitais que de là où ils en soient remerciés. Mais au-delà de ceux qui furent clés dans mon aventure WWF, il y a tous ces pairs de substitution. Alors là, oui, Daddy, qu'est-ce que tu veux? Il faut des pairs de substitution quand on a un père comme le mien, qui nous aident à grandir et, dans la formule de Kipling, à devenir un homme. Et là, j'ai quelques-uns que je souhaite vraiment remercier ici. C'est Jacques de Groot et Luc Kuhn qui sont ici et qui ont été ce ferment à Washington où j'ai appris le monde, mais où j'ai osé aussi m'exiler dans d'autres terres. Et bien que Jacques m'ait dit non, il a fini par succomber à mon charme. Et donc, pour finir, j'ai logé chez lui et je l'en remercie vraiment très chaleureusement. J'ai appris beaucoup de choses et entre autres, il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, nous vivons une guerre économique entre l'euro et le dollar. Mais je n'ai pas de leçons à donner au gouverneur ici présent, mais comme j'ai aussi la chance d'avoir œuvré à la commission bancaire du Sénat américain, il n'y a pas d'illusion. Tous les industriels qui sont ici savent que si vous gagnez 10% de part de marché, or l'euro a gagné dans son secteur, qui sont les réserves des banques centrales, 10% de part de marché, ça ne doit pas faire plaisir à celui qui les a perdus. Je souhaite aussi, comme père de substitution, et comme ils m'ont fait le plaisir d'être ici ce soir, c'est toute mon expérience McKinsey avec Anton van Rossum qui est ici, et puis Karl de Bock, que j'ai eu l'honneur, le plaisir de piloter, je n'oserais pas dire diriger. C'était la grande erreur de la Générale de Banque, c'est de t'avoir laissé partir, et depuis lors, elle est partie à volo, mais enfin ça c'est autre chose. Un ami tout particulier, mais qui est parfois un peu un perse comme ça aussi, c'est Marc Briquet, qui fut à mes débuts, lorsque j'étais tout à fait fragile à Paris, tout penaud, qui m'a même hébergé parce que j'étais mis à la rue de l'appartement où j'étais, et fut mon premier mécène au WWF. Je l'en remercie beaucoup. Et puis, dans l'ombre aussi, le père Martin, qui est ici présent, éminent expert d'art africain, qui, comme moi, est un Autun-tois, installé dans les bois, mais qui, comme moi, naviguait entre Paris et Bruxelles, avec son regard d'aigle, mais de bonté, m'a fait découvrir qu'il y a bien des chemins pour faire évoluer les cœurs et les consciences. Merci mon père, vous m'avez montré qu'il y a moyen d'avoir beaucoup de manières d'être entrepreneur, vous en êtes un aussi. Enfin, il y a ces femmes qui vous bousculent et qui vous attirent vers de nouveaux chemins. Chère mère, merci d'avoir osé toujours nous pousser à prendre des risques, et en particulier celui des United World College, car pour une mère, c'est aussi une séparation. Merci à ma marraine Mimi, qui est ici présente, pour la rigueur de l'amitié, celle qui est toujours bienveillante et présente. Enfin, mon épouse Victoria, découverte telle une fleur, et Yann l'a mentionné, dans les jardins du WWF, et peut-être pas nécessairement dès le premier jour, et qui fut bien plus la récompense que cette légion, elle est ma vraie récompense. Daddy, merci aussi d'avoir été ce chêne dont il m'a fallu beaucoup et souvent m'éloigner pour ne pas prendre trop d'ombrage, mais qui, tel un protecteur, était toujours présent lorsqu'il y avait des bourrasques. Comme le dit si joliment Edgar Morin, et là je me tourne vers Yann, nous avons besoin de redresseurs d'espérance, et c'est pour ça que Yann, je suis très touché que tu aies accepté de venir de Paris pour me remettre cette belle décoration. Merci. Ce que je lui ai toujours souhaité, c'est une bonne santé, beaucoup de bons amis, des parents comme il en a, hein, et tout ce que je peux lui souhaiter pour ses enfants. Qu'il a encore beaucoup de défis qu'il puisse aborder et réaliser encore de beaux projets dans sa vie. Eh bien, je lui souhaite de pouvoir s'accomplir dans sa vie personnelle, professionnelle, bien entendu, et surtout de pouvoir contribuer à apporter cette pierre à ce qui est essentiel, à savoir nous sommes, comme il le disait très justement, nombreux sur une planète, une seule planète, nous le serons encore beaucoup plus dans quelques années. Il faut donc que
ce ne soit pas seulement la rivalité ou l'opposition qui sépare les hommes et qui les dresse les uns contre les autres, mais au contraire le sens partagé de cet avenir que nous avons ensemble sur une seule planète. Et ça, c'est très important. Mais là, je serais hésitant parce que je ne sais pas s'il faut lui souhaiter de retourner plus avant dans des activités qui concernent la protection de la nature, où certainement il excelle, où il a fait ses marques et ses preuves, ou si je devrais lui souhaiter d'entrer plus intensément encore en politique. Je crois que la Belgique a besoin de personnalités de ce genre énormément. Il a une tradition qui l'y prépare, une tradition familiale. Je pense qu'il pourrait apporter quelque chose de très fondamental pour le moment par son sens de l'intérêt général, son sens de l'État, son sens des vraies valeurs.